En temps ordinaire, les rues de Kaboul sont noires de monde. Difficile de circuler. Mais ce jour-là est un jour particulier. Tout le monde se cache. La capitale afghane vient de tomber aux mains des talibans. Ils en contrôlent le moindre recoin. Cette offensive éclair, dans les semaines qui l'ont précédée, nous avons pu la suivre aux côtés des talibans. Ils nous ont donné un accès exclusif. Le commandant est là-bas. Un mois avant la chute de Kaboul, les talibans se trouvent à peine 100 km de la ville. Voici le commandant. Bonjour, commandant. Bonjour, vous allez bien? Nous sommes avec l'unité du commandant Haji Zakher, une centaine d'hommes rassemblés dans une clairière au cœur de la campagne afghane. Tous semblent confiants, ils portent déjà le sourire des vainqueurs. Pour l'instant, nos chefs ne nous ont pas donné l'autorisation d'attaquer Kaboul. Dès que l'ordre sera donné, la capitale tombera. Et grâce à Dieu, ce sera rapide. Vous détestez les Américains, mais vous aimez bien leurs armes, non? Celle-là, c'est une très bonne arme. Nous l'avons prise aux Américains. Et maintenant, nous l'utilisons contre eux. Ça, c'est américain. Et celle-là aussi est américaine. Le commandant est venu répartir les stocks d'armes considérables récupérés à l'armée afghane en déroute. Les combattants de toute la région ont été conviés au partage du butin qui doit servir à la conquête de la capitale. Les enfants s'occupent d'acheminer les cartons de munitions. À l'intérieur, les armes américaines les plus modernes côtoient les vieilles pétoires soviétiques. Ici gisent les vestiges des vaincus. Ce n'est pas pour rien que Russes, Américains et même les Chinois veulent contrôler ce pays. L'Afghanistan est un carrefour de route vital. Quiconque l'occupe s'ouvre les portes de l'Inde et de la Chine, et à l'opposé, celles de la Turquie et de l'Europe. Seulement voilà, personne ne contrôle l'Afghanistan. Alexandre le Grand et Gengis Khan y ont laissé des plumes. Britanniques et Russes s'y sont cassés les dents. À force, on l'a surnommé le cimetière des empires. Les talibans arrivent au pouvoir en 1996 et imposent aussitôt la charia, la loi islamique, dans ses principes les plus archaïques et les plus sauvages. À Kaboul, les pendaisons succèdent aux pendaisons. On juge et on exécute dans les stades. La terreur règne. L'obscurantisme va durer 5 ans, culminant en mars 2001 par le dynamitage des Bouddhas millénaires de Bamiyan, comme une gifle à la face du monde. L'Afghanistan devient alors le cœur de la machine terroriste d'Al-Qaïda. Les talibans offrent l'asile à Oussama Ben Laden et aux siens. C'est dans les camps d'entraînement de Kandahar que sont recrutés les kamikazes qui, le 11 septembre 2001, font exploser 2 avions de ligne dans les tours du World Trade Center. I want justice. And there's an old poster out west, as I recall, that said wanted, dead or alive. L'opération Enduring Freedom commence. En moins d'1 mois, les talibans sont chassés du pouvoir. Seulement, 20 ans et 1000 milliards de dollars plus tard, ils sont de nouveau aux portes de Kaboul. Cela fait de longues semaines que nous négocions pour les rencontrer. Une possibilité semble se dessiner, mais avant ce périlleux voyage,
il nous faut prendre quelques précautions, en particulier pour Véronique de Vigry, photojournaliste. Parce que celui-ci, il y a plusieurs... genre, si vraiment j'ai pas envie qu'on me voie, ou si c'est bon, je peux laisser mes yeux, quoi. You can try? Shall I try? Just to take you glasses with this you can use glass. No. Just, Yeah, you have to help me. I know it's here. yeah. Yeah, I think it suits me perfect, no? It's a good size, no? It is, yeah. On voit pas trop, il fait un peu chaud. C'est pour ça que je vais prendre la burqa et après, dessous, je vais mettre le voile noir, comme ça, c'est plus facile pour shooter. Et en plus, ça nous permettra de ne pas être habillés pareil à l'aller et au retour, pour pas se faire repérer. Après 8 jours d'attente, le signal nous est donné. Ça y est, enfin, on a l'autorisation d'aller voir les talibans. Donc on part là et on revient demain, j'espère. Inch'Allah. À cet instant, notre plus grande peur est de nous faire arrêter par la police ou les militaires. Le gouvernement ne veut pas que la presse étrangère parle aux talibans. C'est agréable à porter? C'est plus agréable que la burqa, quoi. Mais la burqa, je vais devoir la mettre après. Moi aussi, j'ai dû m'adapter. Je suis habillé en shawar kamis, qui est un habitat traditionnel afghan, et j'ai un chèche que je mettrai, voilà, pour... on fera pas illusion, mais au moins, ça permettra d'être un peu plus discret. So we are just in the main road, right? In front of, I guess, your house. Notre clé d'entrée, c'est cet homme. Il nous emmène rencontrer une unité de talibans qui contrôle un territoire situé à 1h30 de Kaboul. Nous empruntons la route de la mort, un axe stratégique, théâtre de nombreux combats. Pour en sortir vivant, il faut en connaître les codes, comme notre chauffeur. Est-ce que quand il aperçoit ce camion arrêté, il ne se pose pas de questions et se range immédiatement sur le bas-côté. Il y a des tirs. Il y a un mec qui est caché là-bas. J'ai entendu un tir. Ouais, il y a des combats là. Il y a des combats. C'est pas bon pour nous, ça. Afghan Army shooting. Do we need to hide over there? No. It's very dangerous. Yeah, I know. Chut. C'est vraiment l'artère de l'Afghanistan. Tout passe par cette route, donc elle est très importante. Celui qui la contrôle détient le poumon de l'Afghanistan, enfin l'artère. Puis c'est vraiment, on voit bien que le gouvernement est cramponné à cette route, quoi. Et que les autres sont dans les campagnes à côté et tirent depuis les côtés de la route. Le Wisbar. Ouais. On peut dire qu'ils sont vraiment aux portes de la ville, là. Ah, là, on est à 20 km du centre, même pas. En péril. Je sais pas si du coup on va devoir faire demi-tour ou si on va quand même pouvoir y aller. All right. On dirait que ça se calme un peu. Pas trop, non. Non.
Ça tire fort. Ouais, mais ça c'est un peu décalé, on dirait. Non-stop. Ça... Je vois plus de soldats là sur la route. Il y a encore le MV qui est là-bas. Mais il n'y a plus de soldats qui avancent baissés. Allez. Allez, hop, c'est parti. On repart. Après 20 minutes de combat, chacun reprend sa route, comme si de rien n'était. Au fil des kilomètres, les soldats disparaissent. Et le drapeau afghan laisse place à la bannière blanche des talibans. Nous voilà désormais sur leur territoire. Les villages que nous traversons portent les stigmates des combats récents. This area, 1 week. 1 week? So it's just been retaken. 1 week they have a base, not the village. You're in the base, not Okay, in the village. not in the village. Okay. Nous avons rendez-vous dans cette petite ville. Ce véhicule blindé capturé à l'armée afghane fait désormais partie de l'arsenal des talibans. À peine arrivé, l'un d'eux vérifie que nous avons bien l'autorisation d'être là. Lui, c'est Monsieur Hanafi. Il porte le turban noir des chefs. Il sera notre guide pendant tout le séjour. Salam alaikum, Singhal. Son rôle est de nous convaincre qu'en Afghanistan, les talibans ne font pas partie du problème, mais bien de la solution. Toute cette région est sous le contrôle des talibans. Et tout continue à fonctionner. Les écoles, les hôpitaux. Nous faisons des patrouilles. Nous sommes au service de la population jour et nuit. Depuis que nous sommes là, Dieu merci, il n'y a plus de problème. Pour nous, ce n'est pas qu'un simple combat. C'est le djihad, pour mettre un terme à l'occupation de notre pays. Nous voulons chasser les impurs pour vivre notre vie. Beaucoup de militaires ont baissé les armes face aux talibans. Mais M. Hanafi ose reconnaître que certains se sont battus courageusement, comme ceux qui protégeaient la préfecture de Saïdabad. Les combats ont duré 3 jours et 3 nuits. 6 militaires ont été tués. 6 soldiers were killed in here. Et 7 ont été blessés. Et combien chez les talibans? 3 des nôtres sont morts. Les combats ont été très intenses à cet endroit. Pour les déloger, on a utilisé du matériel lourd, des mortiers, des douchkas et des RPG. Dans la débâcle, pour se fondre dans la population, beaucoup de soldats ont abandonné leur tenue militaire. Selon M. Hanafi, les talibans d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Ils savent se montrer indulgents. Il en veut pour preuve ces vidéos où ils affirment libérer des prisonniers. Diffusées massivement sur les réseaux sociaux, elles ne prouvent rien. Mais elles peuvent convaincre des soldats sous-payés de baisser les armes. Nous avons libéré tous les soldats que nous avions fait prisonniers et nous leur avons donné à chacun $100 pour qu'ils rentrent chez eux. La tournée talibane continue. Monsieur Hanafi veut nous prouver que leur prise en main du pays est justifiée. Mais sur le marché, personne n'ose prendre la parole. Alors il les motive.
Énervé, M. Hanafi part lui-même chercher un témoin. Posez-lui des questions. Ils t'ont bien volé les choses, hein? Je suis heureux que les talibans aient pris le pouvoir. Sous l'ancien gouvernement, la vie était dure. Maintenant, grâce à eux, je suis libre sur ma terre. Mais ce n'est pas assez. Il va à tout prix trouver un deuxième témoin. Avant de s'enfuir, les soldats sont venus dans ma station-service. Ils ont fait le plein de leur voiture, puis ils m'ont pris un baril d'essence. Ils sont partis sans payer. J'en ai eu pour $30. Les talibans aussi viennent s'approvisionner. Mais eux, au moins, ils me payent. Et quand je leur fais crédit, ils reviennent toujours régler la note. Mission accomplie pour M. Hanafi. Il lui reste à nous montrer qu'en ville, rien ne manque. Ici, on trouve même de la bière. Sans alcool, bien entendu. En revanche, depuis le retour des talibans, les cigarettes sont interdites à la vente. Nous avons demandé à visiter l'hôpital afin de constater le traitement réservé aux femmes. À notre grand étonnement, M. Hanafi accepte. Situé à l'extérieur de la ville, l'établissement a été construit par la Suède. C'est son directeur, M. Abdul, qui nous fait la visite. Voici les urgences. Au fond de la pièce, 2 femmes. Ce sont les premières que nous voyons. Le directeur tire lui-même les rideaux. Même si elles sont voilées, nous ne devons pas les voir. L'hôpital manque de tout, même de brancards. Il y a quelques jours, nous avons eu des combats dans la région. Et à cause de ces affrontements, nous avons soigné beaucoup de blessés ici. Monsieur Abdul manque d'argent pour soigner, mais il a dû investir dans des travaux. Les talibans lui ont demandé des aménagements particuliers. Nous avons construit ce mur pour mieux séparer les hommes et les femmes. Mais ce sont les talibans qui vous l'ont demandé? Oui, bien sûr. Ça fait partie de leur requête. Mais dans votre hôpital, les hommes et les femmes étaient ensemble? Oui, avant c'était mixte. Mais ça, ce n'était pas normal, car notre culture interdit que les hommes et les femmes cohabitent dans la même pièce. Et les exigences des talibans ne s'arrêtent pas là. Il ne faut jamais que les hommes et les femmes se croisent, même en cas d'urgence. Nous avons 2 salles d'opération. Dorénavant, les hommes seront opérés ici et les femmes de l'autre côté. Mais les choses se compliquent lorsque nous demandons à voir l'aile réservée aux femmes. Non, non, vous ne pouvez pas filmer les femmes. No. Just a woman. I am a woman, you know. Because they didn't allow for you that you will get a pictures or much more. That is not good. But just the babies. The baby. The babies. Small babies. You know, for me, it's important to show that on your territory, women are still making babies. Life is normal. Après avoir obligé les femmes à se dissimuler sous leur voile, ils nous autorisent à entrer, mais nous avons interdiction de leur parler.
Ah, il a beaucoup de diarrhée. Il fait que vomir et il est tout maigre et tout mou, le pauvre. À la fin de la visite, nous rejoignons les autres chefs pour le déjeuner. Seulement Véronique est plutôt énervée. Ils veulent pas qu'on reste ici parce qu'on est que je suis une fille. J'ai pas le droit de déjeuner avec vous, quoi. Ça me rend dingue, là. Aucun passe-droit, même pour une Française. Bon appétit, régalez-vous. Oui, nous, on repart du coup les femmes. On peut leur couper l'appétit. 14 heures, l'heure de la prière. Elle se fait au cœur de ce verger. Sur les arbres, on trouve pommes, pêches, abricots et d'autres fruits plus explosifs. Ce n'est pas par coquetterie que les talibans prient dans ce verger. Les arbres fruitiers leur offrent une protection contre les yeux du ciel, les drones du gouvernement. Au cours du repas, sans autorisation, un jeune combattant nous explique la vision des talibans. Dans le monde entier, il y a des infidèles. Mais nous, on veut imposer la charia en Afghanistan. Ne parle pas de ça avec eux. C'est au commandant de répondre. Cette réprimande montre que leur communication est bien organisée, qu'ils sont sur leur garde. Et pourtant, grâce à notre contact, dans quelques jours, nous allons assister à une scène extrêmement rare, quasiment jamais filmée. Alors qu'ils préparent leur assaut final sur la capitale afghane, Kaboul se barricade. Les djihadistes ne patrouillent plus. Seule l'armée afghane en assure la défense. Seulement sans l'appui aérien des Américains, les soldats peinent à contenir les talibans. Les armes crépitent, maintenant à seulement 10 km de la ville. L'un des derniers verrous de l'armée afghane, à l'ouest de Kaboul, se trouve à Maidan Shar, une petite ville de 2000 habitants, transformée en bunker. Ce dernier rempart n'a pas été confié à n'importe quel militaire. Le colonel Maillard est un ancien des forces spéciales. Et il compte bien se battre jusqu'au bout. Il nous emmène sur la ligne de front. Le colonel Maillard dirige 150 hommes. Même s'ils sont tous équipés d'armes américaines dernier cri, ils ont toutes les peines du monde à contenir l'avancée talibane. On est obligé de patrouiller en véhicule blindé, parce qu'à tout moment, les talibans peuvent nous attaquer. Seuls ces blocs de béton les séparent des insurgés. Et pourtant, nous sommes à moins de 50 km du centre-ville de Kaboul. Je vais vous montrer où se situe la ligne de front. L'ennemi nous attaque toujours depuis ces montagnes. Ils se mettent en embuscade dans ces maisons. Maintenant, c'est une zone taliban. C'est devenu leur territoire.
Les combats sont permanents. Beaucoup de nos hommes sont tombés ici. Pas seulement ce mois-ci ni cette année, mais depuis toujours. Vous savez, non seulement nous sommes prêts à mourir pour Kaboul, mais aussi pour l'Afghanistan. Le colonel Maillard et ses militaires font avec les moyens du bord. Mais il est peut-être déjà trop tard, car à quelques kilomètres de là, les talibans imposent leur ordre en toute tranquillité. Nous retrouvons l'unité qui accepte notre caméra. Ils ont monté un checkpoint sur la route Kandahar-Kaboul et contrôlent chaque véhicule qui passe. Tous les talibans de ce groupe portent des baskets blanches. Rien à voir avec la mode. Elles leur servent d'uniforme. Aux yeux des talibans, toute personne bien habillée est suspecte. On regarde dans les téléphones pour voir s'ils travaillent pour le gouvernement. Ce sont eux qu'on recherche, tous les collabos. Mais pas seulement. Nous cherchons aussi de la drogue et des armes. Qu'advient-il des personnes qu'ils arrêtent? Difficile de le savoir. Mais la scène hallucinante qui va suivre nous en donne une petite indication. Et elle fait froid dans le dos. Nous sommes conviés dans un village isolé, au cœur de la campagne afghane. Cette bâtisse, d'apparence anodine, cache en réalité un tribunal de la charia. Le juge est en séance. Il arbitre un litige entre deux paysans qui se disputent la propriété d'un champ. À l'arrière-plan, nous remarquons un homme silencieux. Ce n'est pas n'importe qui. Comme tous les bourreaux du monde, il cache son visage. C'est lui qui sera chargé de donner des coups de fouet aux coupables. Les deux hommes connaîtront leur sort dans quelques jours. Dans vos jugements, appliquez-vous une justice aussi impitoyable que celle des talibans d'autrefois? Nos décisions seront les mêmes qu'auparavant. Il n'y a rien de nouveau dans les saintes lois de la charia. Nos lois sont les mêmes qu'au temps du prophète, comme cela est mentionné dans les versets du Saint-Coran. Avez-vous personnellement ordonné qu'un voleur ait la main coupée? Non. Ici, dans ce tribunal, je n'ai pas un tel pouvoir. Et jusqu'ici, je n'ai jamais ordonné ce genre de punition à un condamné. En cas de vol aggravé ou de meurtre, j'envoie les suspects vers un autre tribunal, le plus important du district. Lui, il est habilité à juger s'il faut couper une main ou même prononcer la peine de mort. À en écouter ce juge, les nouveaux talibans ne semblent pas vraiment différents de ceux qui régnaient sur le pays
avant 2001. Et ce n'est pas le commandant Hadji Zakher qui dira le contraire. Il a pris les armes à l'âge de 15 ans, puis il a gravi les échelons en s'imposant comme un chef respecté. L'homme est jeune, 35 ans, et malgré son air sympathique, ses idées sont radicales. Que dites-vous à ceux qui commettent des atrocités au nom de l'islam, comme les attentats de Paris? Mon message s'adresse à tous les musulmans, à ceux qui se battent, à ceux qui résistent et à ceux qui sont attaqués. Je demande à Dieu de leur donner plus de force. Nous sommes tous frères. Nous sommes avec eux. Et nous ferons la guerre à ceux qui osent humilier l'islam et se moquent du prophète. Il ne condamne aucun attentat, bien au contraire. Et surtout, les talibans n'ont jamais rompu leur lien avec Al-Qaïda. Les terroristes sont toujours les bienvenus en Afghanistan. Autrefois, les talibans ont accueilli Ben Laden. Si vous reprenez le pouvoir, allez-vous accueillir des terroristes comme Al-Qaïda? Quand Ben Laden a attaqué New York, nous n'étions pas au courant. Pourquoi nous avoir attaqué, nous, les Afghans, plutôt que le pays d'origine de Ben Laden? Et puis il est mort au Pakistan. Je pense très clairement que les étrangers ont tout organisé pour nous détruire, nous, les talibans. Ben Laden n'était qu'un prétexte. Qu'est-ce qui va changer si vous prenez le pouvoir? Vous interdirez le sport, les cigarettes, la musique? Ce que le Coran autorise, je l'appliquerai. Ce qu'il proscrit, je l'interdirai. Pourtant, de la musique, il s'en échappe d'une radio, attachée à cette moto. La loi interdit l'usage des instruments de musique. Mais les chanteurs a cappella trafiquent leur voix à l'aide des vocodeurs utilisés par les rappeurs pour en faire des mélodies. Ce sont de petits arrangements musicaux avec leur vision de l'islam. Nous reprenons la route, tout étonnés de la facilité déconcertante avec laquelle les talibans semblent en mesure de reprendre le pays. Il y a aussi cette impression de puissance qui se dégage chez eux, comme un tsunami prêt à s'abattre sur un pays déjà tellement meurtri. Leur vague meurtrière déferle déjà depuis plus d'1 an. Des tueurs préparent leur arrivée en exécutant leurs opposants et les journalistes qui les critiquent. Près de la frontière du Pakistan, à Jalalabad, nous avons rendez-vous avec la sœur et le père d'une journaliste de la chaîne de télévision Enikas. Elle a été abattue alors qu'elle sortait de son domicile. Elle s'appelait Malala Mewan. Ma fille m'a dit, « Père, je veux devenir journaliste. » Nous savions que c'était un métier difficile et très dangereux. Mais si nous, les Afghans, nous n'assumons pas, qui va le faire à notre place? Elle m'a dit, je veux faire ce travail. J'ai répondu, fais-le. Malala n'était pas seulement journaliste, elle se battait aussi pour la condition des femmes en Afghanistan. Elle a été tuée pour ces 2 raisons. Chez nous, les Pashtuns, nous avons un proverbe. Une flèche, 2 cibles. C'est ce qui lui est arrivé. Elle se battait pour les droits de l'homme. Elle savait qu'elle était en danger, mais elle était prête à mourir. Au total, 4 femmes de sa chaîne de télé ont été assassinées. Depuis, plus une seule ne travaille à la télévision en Afghanistan.
ces fous de Dieu emploient la terreur pour couper toute envie aux femmes et aux jeunes filles de s'élever dans la société. Le mercredi 8 mai 2021, l'horreur frappe les écolières d'un quartier de Kaboul. À la sortie des classes, 2 voitures piégées explosent l'une après l'autre, tuant 50 adolescentes. Deux mois après, l'école pense toujours ses plaies. Mais la directrice, courageuse, a marqué sa détermination en rouvrant son établissement dès le lendemain de l'attentat. La voiture piégée a explosé à cet endroit, juste ici, à droite. C'était exactement là. Et puis il y a eu une deuxième explosion, 2 ou 3 minutes plus tard, quand tout le monde était regroupé. Ces fillettes appartenaient à la minorité Hazara, des musulmans chiites modérés, régulièrement la cible des extrémistes religieux. Leurs prénoms ont été peints sur une pierre, sur laquelle les habitants du quartier viennent se recueillir. Venir ici, c'est très dur pour moi. Il faut que les voix de tous ces enfants martyrs résonnent aux oreilles de tous les peuples, pas seulement en Afghanistan. Les 50 victimes sont aussi inscrites sur le mur. Arifa, 16 ans, y découvre le prénom de son amie. C'était ma copine. Elle voulait devenir docteur. Et maintenant, elle n'est plus là. Cet attentat n'a pas été revendiqué. Quoi qu'il en soit, le retour annoncé des talibans est une terrible nouvelle pour cette communauté Hazara, chez qui les femmes étudient, travaillent, conduisent et ont même le droit de vote. Malgré la menace, ces gamines entendent bien relever la tête et prendre leur destin en main. Je vais à l'école car j'aime mon pays et je veux sauver l'Afghanistan. Si les talibans nous interdisent d'aller à l'école, on restera à la maison. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Au-delà de l'éducation, nous devons nous battre, femmes et hommes, ensemble, les armes à la main, afin d'éliminer les talibans. L'Afghanistan est une république islamique démocratique. Mais les talibans veulent imposer leurs lois, alors nous devons nous défendre. Nous devons organiser la résistance. Des femmes qui veulent prendre les armes. Une image presque impensable en Afghanistan. Pourtant, l'une d'elles l'a fait. Aujourd'hui, dans Kaboul, son portrait apparaît un peu partout sur les murs. Une Kalachnikov dans les mains. Elle s'appelle Kamar Gul, elle a 15 ans et elle a abattu 2 talibans. Son acte force même le respect des hommes. C'est une femme vraiment très courageuse. Elle est un exemple pour toutes les femmes de ce pays. Elle a accepté de nous rencontrer avec son frère, malgré les menaces de mort qui pèsent sur elle et sa famille. Pour des raisons de sécurité, c'est à bord d'un 4x4 aux vitres fumées, garé très loin de chez elle, qu'elle nous a raconté son histoire. Il était 1h du matin. Je dormais quand les talibans sont arrivés. Ils ont encerclé la maison. Ils ont défoncé la porte et sorti mes parents à l'extérieur. Et ils les ont tués, tous les deux. Alors j'ai pris la Kalachnikov et je leur ai tiré dessus. J'ai tué 2 talibans et blessé le 3e.
J'ai continué à tirer jusqu'à l'arrivée des voisins. J'ai vidé 6 chargeurs. Je n'ai rien ressenti en les tuant. Je pensais juste à venger mes parents. Quand j'étais enfant, je ne savais pas me servir d'une Kalachnikov. J'ai demandé à mon père de m'apprendre. Avec lui, j'ai appris à la démonter et à tirer. En Afghanistan, tout le monde sait se servir d'une arme. Les hommes, les femmes, comme les enfants. J'ai très peur que les talibans cherchent à se venger et me tuent. Parce que tout le pays est en train de tomber entre les mains des talibans. Bientôt, ils vont tout contrôler. Je n'ai pas fait d'études. Je ne sais pas ce que je veux faire dans la vie. Ou peut-être devenir présidente de l'Afghanistan. Et si je deviens présidente du pays, je tuerai tous les talibans. Je n'en laisserai pas un seul en vie. Après son geste, Kamargul a été prise en charge par le gouvernement, qui lui a fourni un appartement et de quoi subsister. Kamargul est entré en résistance, presque par légitime défense. D'autres portent le combat des femmes d'une façon différente, mais toujours au péril de leur vie. Balkis Roshan, députée, est l'une d'entre elles. Elle vit constamment entourée de gardes du corps. Il faut dire qu'elle reçoit chaque jour de nouvelles menaces de mort. Cette lettre vient des talibans, un de leurs chefs militaires, commandant de la province de Farah. Gentiment, il m'informe qu'il prépare une attaque à la bombe contre moi. Là, ce sont les services secrets qui m'informent qu'un certain Yassir est venu spécialement de Kandahar pour m'assassiner. Pour la députée, les talibans ne sont pas le seul problème. Elle tente de dénoncer les multiples charognards qui pillent le pays depuis des décennies. Au Parlement, elle fait partie de la commission qui lutte contre la corruption. Une action qui la rend très populaire. Je n'étais pas à Kaboul quand des jeunes ont peint mon portrait en grand sur ce mur. Certains parlementaires en sont jaloux. Daesh et les talibans m'ont dans le viseur, mais j'ai d'autres ennemis aussi, des mafieux et des seigneurs de guerre. Certains font même partie du gouvernement et s'affichent comme des alliés. Les seigneurs de guerre sont nés du chaos qui régnait après l'occupation soviétique. Il leur a permis de faire main basse sur les richesses du pays et de s'emparer de véritables fiefs. Aujourd'hui, leur immense fortune leur permet de financer de petites armées. L'idéologie de ces seigneurs de guerre est identique à celle des talibans. D'ailleurs, ils considèrent les femmes de la même façon, avec le même mépris. Avant l'arrivée des talibans, notre pays a subi leur diktat entre 1991 et 1995. Si les talibans reviennent, ils leur dérouleront le tapis rouge et pactiseront avec eux. Ces chefs de guerre sont milliardaires et pour défendre leur fortune, ils sont prêts à n'importe quel compromis. Elle en veut pour preuve ces affrontements dans l'hémicycle avec les seigneurs de guerre devenus députés. L'un d'eux, Alagul Mujahed, ne cache pas son intention de pactiser avec les fous de Dieu. خواهش ما از طالبایی است که آمریکایا قوای ناتو شکست کرد نوش جانت که زدیش مگم افغان نکش اردو را نکش پلیس نکش بیا کتیما بیادر ما هستید همینجا یک جای حکومت بساز یک جای کتیما زندگی کن. Ce puissant seigneur de guerre a bien voulu nous recevoir dans son fief à l'est de Kaboul. Ici, tout lui appartient sur des kilomètres.
Il possède les échoppes, les stations essence, les briqueteries, mais pas seulement. Le gouvernement est obligé de partager avec lui les impôts des 120 000 habitants qui habitent sur ces terres. Il nous reçoit dans une de ses villas, au luxe tapageur et archi-protégé. Balkis Roshan dit que vous avez fait fortune sur le dos du peuple et que vous ne respectez pas le droit des femmes. Vous savez, j'ai du respect pour les femmes, mais le statut de l'homme est supérieur. J'espère que votre collègue photographe ne va pas se vexer, mais il est écrit dans la charia qu'un homme vaut 2 femmes. Balkis Roshan est contre les seigneurs de guerre. Je lui garantis que ni les talibans ni le gouvernement ne la tueront. Mais cette femme est une blague. Alagoul Moudjahed gère toute la vie politique de son fief. Comme ce jour-là, un chef de village a été tué, il a décidé d'adouber le fils comme successeur. Celui-ci ne semble pas vraiment ravi, mais difficile de refuser. Une passion qu'il partage, hasard, avec Pablo Escobar, le célèbre trafiquant de drogue. D'ailleurs, comme lui, il possède un petit zoo et des maisons pleines de dorures. Quand je reçois ma famille, je viens dormir dans cette maison. Enfin, c'est une maison parmi tant d'autres. J'en ai un peu partout. Voici ma chambre, j'adore m'y reposer. Dans ma propriété, j'ai 80 gardes armés, et dans mon district, j'ai 3000 hommes. Ils sont équipés d'armes lourdes. Quels sont vos ennemis? Les talibans ou le gouvernement? Peu importe. Celui qui osera me faire la guerre sera mon ennemi. La guerre, Alagoul Moudjahed la pratique depuis plus de 40 ans. Et pour avoir la paix, il est prêt à s'entendre avec n'importe qui. Parmi ses gardes du corps d'ailleurs, certains se trouvaient encore dans les rangs des talibans il y a peu. Que les Américains aillent se faire foutre. Vive les talibans. Celui-ci exhibe fièrement une vidéo où on le voit enterrer une mine destinée aux Américains. Seigneurs de guerre ou talibans, tous les combattants se ressemblent. Il leur arrive de changer de camp. Ils portent les mêmes tenues et partagent la même vision obscurantiste de l'islam. À Kaboul, les Afghans qui travaillaient pour les pays occidentaux savent qu'ils seront les premiers sur la liste des talibans. L'homme avec qui nous avons rendez-vous a travaillé pour l'armée française. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va et vous? En particulier la gendarmerie. Pendant 2 ans, Zabiloula a servi de conseiller à la sécurité. Voici les documents que le commandement militaire français m'a donnés. Ça, c'est mon badge. Et voici le certificat reconnaissant mon professionnalisme. Il est signé par un colonel français. Je suis là, moi. Maintenant, j'ai peur parce que je suis une cible. Vous savez, si les talibans m'attrapent avec mon certificat, avec cette photo, ils vont dire que je suis un espion. Et ils vont m'exécuter immédiatement. La France affirme avoir évacué tous ceux qui ont collaboré avec elle. Visiblement,
elle en a oublié quelques-uns. Nous sommes allés poser la question du sort de ces Afghans à l'ambassadeur de France. Le quartier ultra-protégé des ambassades est un enfilement interminable de blocs de béton surmontés de barbelés. L'ambassadeur David Martinon se prépare à célébrer son dernier 14 juillet à Kaboul. Le bâtiment est quasi désert, prêt à être évacué. Mais selon lui, la France reconnaissante n'a oublié personne. Tous les cas ont été examinés. Nous sommes en train d'achever l'opération de mise en sécurité de nos collaborateurs afghans. Ceux que nous essaierons au final de mettre en sécurité, ce sont par exemple les activistes des droits de l'homme, par exemple un certain nombre de journalistes extrêmement exposés et peut-être des artistes qui ont pris des positions dont l'expression artistique les met en danger. La France fait ce qu'elle peut, mais elle n'a pas pu toujours venir en aide à ceux qui étaient trop loin, ceux qui n'ont pu rejoindre à temps la capitale. Sur le mur, à l'entrée de la résidence, l'ambassadeur égrène avec émotion les noms des soldats français morts en Afghanistan. 18 août 2008, Alexis Tahani, 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Julien Lepin, Damien Buil. 2 jours avant l'embuscade qui a coûté la vie à ces hommes, notre caméraman Paul Comiti s'était retrouvé sous le feu des talibans avec eux. Ok, est-ce que t'as visuel? Sur la gauche. Au coin de la maison. Tout ce qui bougera de la maison. Il y a le portail bleu, tu démontes. Laquelle maison? Laisse-toi. Ça tire là-bas. Ce jour-là, fort heureusement, il n'y avait eu aucun mort. En 20 ans, 90 Français ont perdu la vie en Afghanistan. Est-ce que ça valait vraiment la peine, monsieur l'ambassadeur? Tout ce qui a été tenté, c'était pour une part totalement légitime puisque c'était la lutte contre Al-Qaïda. Et c'était également légitime d'essayer d'aider nos amis afghans à rebâtir un État. Voilà. Donc je pense qu'on peut être très fiers de ce que nous avons fait ici. Les quelques convives présents dans l'ambassade, en gros des gardes du corps, des membres du RAID et des forces spéciales, n'ont pas vraiment le cœur à la fête. Merci à tous. La cérémonie a comme un goût d'adieu. À cette date, l'ambassadeur est toujours en Afghanistan, à gérer les évacuations. Zabihullah, le traducteur qui a travaillé pour la France, est retourné à Jalalabad, où il se terre. De son côté, le commandant taliban Zakher a eu une promotion. Il dirige désormais tout un district de Kaboul. Arifa, la jeune Hazara, ne va plus à l'école. En revanche, nous n'avons plus aucune nouvelle de Belkis Roshan, la députée. Quant à Kamargoul, elle tente de fuir la capitale.